Merci d'être là avec nous ce soir pour cette première rencontre autour de la justice. Donc ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Maître Tatiana Vassine qui vient nous présenter deux ouvrages parus aux éditions Henrik B, Le procès des contes de fées et Le droit dans les sagas de super-héros, pour laquelle elle a contribué à un chapitre. Et pour animer cette rencontre, j'ai avec moi Véronique Parent, qui est procureure république adjointe à Amiens, et également Laurie Linowski, c'est bon, c'est pas mal du tout, qui est juge d'instruction également à Amiens. Donc déjà, je vous remercie toutes les trois d'être présentes. Et merci beaucoup que ce déjeuner qu'on a fait il y a quelques semaines se transforme en cette rencontre ce soir. Et je vous laisse la parole. Très bonne soirée. Je sais pas. Pardon par avance parce que c'est une première, en tout cas pour Mme Lefilevski et moi-même. Merci par avance de votre indulgence. On n'a rien préparé, donc on va tout faire. Ouais, voilà. D'accord. Okay. En tout cas, rien préparé sur l'organisation de la soirée. On compte évidemment sur vous. Et je ne vais pas parler pour ma collègue, mais en tout cas, ce qui m'a motivée, c'est le côté un peu ludique et inédit de parler du droit, de parler un peu de métier, même si dans votre ouvrage, Maître Vassine, il ne s'agit pas uniquement que du droit pénal, mais en tout cas en ce qui nous concerne, on parlera plutôt effectivement de ce pan du droit, et effectivement de prendre le prisme des contes de fées ou des super-héros pour parler d'une matière qui n'est pas forcément sexy, on entre nous, je peux le dire. Je trouve que le prisme, il est vraiment intéressant. Donc voilà, je vais peut-être vous laisser vous présenter un petit peu, présenter un peu vos ouvrages, et puis après, il y aura probablement un jeu de questions-réponses assez libre entre nous. Super. Merci. Je vous remercie pour cette petite introduction. Alors, je vois que je suis entourée de magistrates et de magistrats qui sont là. Je me sens un peu comme à mon procès. J'espère que le verdict sera favorable. En quelques mots de présentation, je suis Tatiana Vassine, je suis avocate donc de l'autre côté. Je suis avocate depuis plus de 15 ans. Et je dirige une collection dans une maison d'édition qui s'appelle Henrik B Édition, qui s'appelle Le meilleur du droit et qui a pour objectif de démocratiser l'accès au droit avec tout un tas de supports. Ce sont des BD, des romans graphiques, on a des romans policiers aussi, avec des enquêtes pénales. On a des romans, on a énormément de choses. Et le but, c'est d'aborder le droit et le monde de la justice sous un prisme un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans la matière juridique, de sortir des manuels traditionnels qu'on a tous eus, sur lesquels on a tous étudié, et qui sont, il faut le dire aussi, un peu rébarbatifs. C'est pas la lecture qu'on a forcément envie de faire le soir avant de se coucher. Donc cette idée, c'était vraiment de nous rapprocher du droit et de voir que sous l'angle du droit, il peut y avoir évidemment des choses intéressantes, mais des choses qui soient ludiques et qui sont amusantes. Donc c'est vraiment cette philosophie-là. En quelque sorte, ce sont les livres que j'aurais adoré lire quand j'étais étudiante et que je n'ai pas eu quand j'étais étudiante. Donc j'ai pris un petit peu ma revanche de ce point de vue-là. Et aujourd'hui, on a une collection chez Henrik B Édition qui compte une quarantaine d'ouvrages qui sont écrits par des avocats, par des magistrats aussi, même des étudiants. On accompagne aussi des étudiants, notamment sur un projet de bande dessinée qui s'appelle Les Arrêts illustrés, qui est une idée qui a émergé dans l'esprit d'une étudiante qui était en cours de droit administratif et qui a un petit peu décroché du cours, mais pas tant que ça, puisqu'en décrochant, elle a imaginé des personnages, la Cour de cassation, le Conseil d'État, le Tribunal des conflits, des juridictions qu'elle a personnifiées et qui se sont transformées en personnages de BD. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner les personnes qui ont envie d'écrire et qui ont aussi ce côté un petit peu disruptif sur une œuvre littéraire juridique, une espèce d'ovni qui nous amène à aimer le droit et à nous y intéresser encore un peu plus, sachant qu'on a aussi ce constat-là, c'est qu'on est dans une société qui est régie par tout un tas de normes, de codes, de règles. Et c'est vrai qu'en tant que professionnel du droit, ce sont des règles alors on ne les connaît pas toutes parce qu'il y en a énormément, même si nul n'est censé ignorer la loi,
compte tenu du pléthore de lois qui existent, c'est impossible de toutes les connaître, mais on connaît un certain nombre de lois qui ne sont pas nécessairement toutes connues des citoyens, et on trouvait que c'était intéressant aussi, dans cette optique-là, de rapprocher la société de ce qu'on considère comme étant quelque chose de complexe, d'éloigné, de technique, alors que finalement c'est quelque chose avec lequel on grandit, et parfois on s'en rend même pas compte, mais les règles sont partout autour de nous, et c'est bien de les redécouvrir ou de les découvrir dans des ouvrages qui soient des ouvrages qui ne nécessitent pas de prendre une aspirine après les avoir lus. Donc voilà un petit peu cette optique en présentation. Ah oui, je ne l'ai pas dit, j'exerce à Paris. Et donc je suis ravie d'être parmi vous ce soir parce que malgré la grève, j'ai pu avoir un train. Donc me voilà parmi vous. Exactement. Quelle est votre spécialité? Alors moi j'exerce en droit des affaires et en droit du sport. J'ai pratiqué beaucoup de sports, dont le rugby, une quinzaine d'années en compétition. Et dans le cadre de mes études de droit, j'ai pu arriver à la 5e année avec un master spécialisé en droit du sport. Et je me suis spécialisée en droit du sport. Donc aujourd'hui, j'ai mon cabinet à Paris. Et je travaille dans le secteur droit des affaires. Droit des affaires, c'est droit du travail, droit des contrats et droit du sport, qui finalement regroupe l'intégralité des règles de droit qui s'appliquent à une matière un peu spécifique, un peu originale. Je reste sur des terrains qui sont un peu originaux, comme vous le voyez. Quel droit du sport? Et vous ne faites pas tellement de pénal, alors ça m'arrive. Je préfère que mes clients n'aillent pas au pénal, pour tout vous dire. Mais ça m'arrive d'en accompagner quelques-uns. C'est pas ma pratique de mémoire. Je vous pose la question parce que si on... je suis à plus fort. Merci. Je vous pose la question parce que on voulait structurer cette rencontre avec vos deux ouvrages. Le premier, c'est les procès des contes de fées. Il y a 7 procès. 7. Exactement, 7. C'est pas un choix anodin. C'est pas un hasard. Absolument. 7 contes de fées et 7 personnages de contes de fées qui sont... c'est le procès, et donc vous racontez le procès. Alors il y a la justice pénale, vraiment, on y reviendra parce que nous c'est notre regard, en tout cas, c'est le droit qu'on pratique le plus, mais vous parlez aussi de la justice civile, de la justice administrative, donc, donc on est, en tout cas, et nous, c'est vraiment ce qui nous a marqué, c'est que vous arrivez en 7 contes à, en même temps, vraiment brosser un tableau aussi de la justice sous toutes ses formes. Et elle est en effet complètement dans notre quotidien. Et en tout cas, ça nous a vraiment beaucoup touché. Le deuxième livre, alors là, c'est le droit dans les sagas des super-héros. Alors là, vous allez c'est un ouvrage qui est collectif. Tout à fait. Alors, qui a été publié dans le cadre de la collection Le meilleur du droit, que je supervise. Et le directeur d'ouvrage, c'est Raphaël Costa, qui est docteur en droit et qui est aussi l'un des fondateurs d'un compte qui est très populaire sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Curiosité juridique, qui recueille tout un tas de brèves insolites, donc des bouts de décision, peut-être qu'il y en a certaines qui ont trait à vos dossiers. Il y a des magistrats s'amusent à avoir quelques petites punchlines qui réussissent à se faire repérer parfois par ce détective du droit et du monde judiciaire qui les extrait. Avec des motivations qui se font parfois retoquer. Alors on n'a pas de suivi, mais c'est possible, c'est possible. Et voilà, c'est le directeur de l'ouvrage qui a coordonné l'ensemble des contributions, et j'y ai participé aussi en tant qu'autrice, puisque j'ai fait une contribution sur Chigulf, le droit surhumain et la compatibilité entre les fonctions de super-héros et d'avocat. En toute simplicité. Alors, pour rentrer plus précisément donc, dans les ouvrages, et en particulier sur les contes, moi je voulais aussi vous poser une question, parce qu'effectivement les contes, on est un peu sur l'imaginaire, et pour autant on se rend compte que les problématiques qu'ils posent, en tout cas que vous posez au travers des procès, sont terriblement actuelles. Ça, c'est quand même très intéressant.
Alors, on a nos petits préférés, évidemment, on y reviendra. Mais notre petit préféré. Mais la question que je me pose, pas vraiment, je pense que j'ai un peu la réponse, mais vous faites, le livre est ainsi fait qu'il y a une présentation du conte globalement sur son histoire, etc. Et puis il y a les acteurs du procès. Et c'est là où effectivement on rentre dans la création, j'ai envie de dire. Donc on nous présente le juge, les avocats, le greffe. Alors c'est toujours très drôle, c'est présenté de manière effectivement plutôt humoristique et un peu... j'ai perdu le terme. Caricatural, merci Laurie. La question c'est, est-ce que pour certains d'entre eux, vous vous êtes inspirés? Alors juste, je résiste pas quand même. Maître Dindon Fettuccini. Bon vivant, brillant, misogyne sur les bords et au milieu, il est l'archétype du mâle alpha qui se pense plutôt évolué puisqu'il considère que les femmes ont le droit d'exercer le même métier que lui, même si au fond elles n'ont pas les aptitudes biologiques pour le faire aussi bien. Il les respecte dans la limite du respect qu'il est capable d'avoir, mais ne leur accorde pas trop de considération, préférant les femmes du show business qui flattent son ego de fils d'ouvrier, devenu l'un des plus grands ténors du barreau. Il fascine autant qu'il exaspère ses consoeurs qu'il malmène souvent en audience. Certains y voient un complexe d'Oedipe non résolu. De qui s'agit-il? Après cette petite description, je suis obligée de revenir à mon disclaimer de début d'ouvrage, dans lequel je précise que, évidemment, tous les personnages sont fictifs et que s'il y a une ressemblance avec un personnage qui a pu exister, elle est parfaitement fortuite. Tout à fait. Donc, non, l'idée... Alors, effectivement, j'ai créé des personnages. D'ailleurs, je les ai créés après. En fait, dans mon processus d'écriture, j'ai commencé par écrire les contes de fées, les procès des contes de fées. La difficulté que j'ai eue, ça a été dans un premier temps d'identifier des contes et des problématiques juridiques. Parce que, là ça va vous faire plaisir peut-être, c'est que très très naturellement, en tant qu'avocate, quand je lisais un conte, la première problématique qui me venait à l'esprit, c'était une problématique pénale. Et j'ai commencé à écrire sur des problématiques pénales et je me suis dit, en fait, je vais faire un bouquin où je n'aurai que des procès pénaux. Et je trouvais qu'en termes de diversité, c'était quand même assez réducteur parce qu'on a un tas de matières juridiques, du droit fiscal, du droit des contrats, du droit civil, tout un tas de domaines du droit de la famille. Et que c'était important aussi de pouvoir explorer cette multiplicité de facettes au travers de ces contes. Donc j'ai commencé par écrire les contes avec l'identification de la problématique juridique. Et au fur et à mesure, quand j'ai commencé à... Parce que dans l'écriture des contes, vous avez donc une vraie scène de tribunal avec, par exemple, on en reparlera peut-être, mais le procès de la Belle au Bois dormant, où la Belle au Bois dormant et du prince... Alors, elle est au procès en tant que partie civile aussi, mais effectivement, c'est le prince charmant qui est inquiété, puisque la question qui se pose, c'est celle du baiser. Et alors, vous allez voir, c'est pour ça que je vous dis, c'est une enquête que j'ai trouvée passionnante à titre personnel, parce que là aussi, quand j'ai commencé à écrire sur les contes de fées, j'avais un petit a priori en me disant, notamment sous l'angle du procès du prince charmant, est-ce que finalement, les contes tels qu'on les a connus, tels qu'on nous les a lus quand on était petite, tels qu'on les lit nous-mêmes à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos neveux, à nos nièces, est-ce que finalement, ça vaut le coup de les lire encore? Autrement dit, est-ce que la morale d'hier doit être celle d'aujourd'hui? Donc je suis partie avec cet a priori de me dire que finalement, les contes, peut-être qu'il faut les jeter à la poubelle. Et la réponse que je vais vous donner, ce n'est pas une réponse personnelle, c'est une réponse qui va être amenée par le droit. Donc mon point de départ, c'est celui-ci. De me dire, ces contes-là, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Et le procès de la Belle au Bois dormant, je l'ai écrit il y a plus d'1 an. C'est la question du consentement. Alors, le consentement, c'est quelque chose dont on parle énormément en droit. Aujourd'hui, on a le procès Pellico qui occupe la une des journaux, qui est une saga judiciaire qui n'en finit pas. Mais c'est une question sur le plan du droit qu'on se pose depuis des années.
Et c'est une question qu'on peut se poser aussi au travers des contes de fées. Et on a des magistrats qui vont trancher sur ce sujet, mais on a aussi des avocats, des avocates qui sont en charge de plaider pour une partie ou contre une partie. Et quand j'ai commencé à écrire, pour en revenir à votre question, quand j'ai commencé à écrire ces procès des contes de fées, je me suis dit, évidemment, il y a des personnages essentiels à la tenue d'un procès, des magistrats, des magistrates, des avocats, des avocates. Il y a une greffière, parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens dans la justice, donc je n'ai pu en mettre qu'une. Excellent. Je me suis dit que ça ferait plaisir aux professionnels du droit. Et je me suis dit qu'il fallait aussi leur donner une personnalité, aussi bien pour les juges que pour les avocats. Alors, je n'ai pas forcément été toujours très tendre avec les juges ou avec les avocats. J'ai peut-être été plus dure avec les juges, ça je ne sais pas, vous me direz ce que vous en avez pensé. Ah, avec les procureurs. Donc vous me direz ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse. Mais voilà, cette idée aussi, c'était de retrouver des personnages, alors évidemment caricaturaux, mais qu'on peut retrouver dans des procès, à des scènes d'audience, et qui vont avec chacune leur propre personnalité, influencer le déroulé du procès. Donc c'était vraiment ça. Alors s'il peut y avoir des ressemblances, j'en suis la première surprise. Mais elle est nécessairement fortuite. Et en parlant de pirouette, non, moi j'ai vraiment aussi beaucoup apprécié la pirouette littéraire. En fait, vous écrivez des contes sur des contes. Vous prenez la même, quand on lit les procès des contes, avec ces personnages qui sont caricaturaux, en même temps, vous racontez des choses qui sont loin d'être simples. Et particulièrement dans le procès du Prince Charmant, parce que c'est notre chouchou quand même. Ce qui nous a vraiment marqué, c'est que, et ça c'est un vrai hommage à la justice et aussi au procès, c'est que d'une situation qui finalement paraît assez simple, c'est-à-dire le Prince Charmant qui va embrasser la Belle au Bois dormant alors qu'elle dort, et aujourd'hui, quand même, je pense que pour tout le monde, la réponse c'est que, en tout cas pour les juristes, c'est une agression sexuelle par surprise. En tout cas, c'est une notion qui paraît, et c'est assez simple à trancher, mais en même temps, vous apportez dans les plaidoiries, notamment des avocats, je trouve, une dimension qui nous a fait nous dire qu'en fait, c'était peut-être plus compliqué que ça, et que le Prince Charmant, il n'est pas si simple à juger que ça. Et j'ajouterais, dans le livre, toujours dans la présentation, dans la manière avec laquelle vous traitez tous ces contes, il y a effectivement la présentation des acteurs du procès, et à la fin, on est dans la tête du magistrat qui va trancher, ou du tribunal. Et ça, c'est très intéressant parce que vous laissez avoir à quel point la difficulté de juger est extrêmement compliquée, et que il y a ce qu'on rencontre encore plus aujourd'hui, c'est parfois aussi la pression médiatique et même la pression de notre histoire en réalité dans les plaidoiries des avocats, dans justement le procès du Prince Charmant. On sent tout le poids effectivement de notre histoire, de la société patriarcale, etc. Et je trouve que voilà, au-delà d'un livre qui pourrait être pris comme, et c'est le cas d'ailleurs, comme quelque chose de très agréable à lire, mais il soulève des vraies questions, y compris le second d'ailleurs, hein, des vraies questions qui sont extraordinairement actuelles. Alors je ne sais pas si vous voulez rebondir sur ce point-là, ou je ne sais pas si... Peut-être juste un mot sur le processus d'écriture, c'est que en fait les jugements, c'est intéressant que vous en parliez. Alors moi je suis de l'autre côté. Ce que je vous avais dit, parce qu'on avait pu s'entretenir un petit peu au téléphone avant la rencontre, c'est que donc je suis avocate. Donc moi, mon travail, c'est de défendre mon client. Mais aussi, du fait de mon activité qui est un petit peu originale en droit du sport, j'ai eu la possibilité de siéger dans des commissions sportives et de juger. Alors si on peut dire juger, mais j'ai eu des décisions à rendre de manière collégiale sur des problématiques sportives, disciplinaires sportives. Et je me suis rendu compte que c'est pas simple.
c'est vrai que quand on est avocat, on est de l'autre côté, on défend, et il y a toujours ce sentiment de gagner, de perdre, mais on n'est pas dans la complexité de la décision, de la construction de la décision, et de la difficulté de trancher. Et je trouvais que c'était intéressant de rendre aussi compte de cet aspect-là dans le livre, même si, et c'est ça que je voulais dire, c'est qu'en fait, au départ, quand j'ai écrit le livre, je n'ai pas mis de jugement. J'ai une partie, à la fin de chaque procès, donc on a le déroulé des faits, les plaidoiries des avocats, et je ne voulais pas mettre de jugement, parce que je voulais rester en retrait par rapport à cette phase-là. Je voulais que ce soit finalement le lecteur, la lectrice, qui se disent, au vu des plaidoiries, par exemple sur l'agression sexuelle de La Belle au Bois dormant, est-ce que moi je condamnerais le conte ou pas? Et je voulais garder ce suspense de dire, finalement c'est au lecteur de juger. Et puis je l'ai fait lire à des amis qui m'ont dit, mais c'est quand même vachement frustrant. Parce qu'on voudrait savoir quelle est la décision qui serait rendue par un juge. Et donc j'ai repris la plume, et j'ai rajouté cette rubrique en mettant des jugements. Mais par contre, ce à quoi j'ai tenu, parce que, et vous allez le voir, il va y avoir des jugements, à la fin de chaque procès, il y a un jugement. Mais peut-être que vous ne serez pas d'accord avec le jugement. Et ça arrive aussi. Exactement. Des votes interactifs. J'ai intégré à la fin de chaque procès un QR code, donc vous flashez avec votre téléphone, et vous avez la possibilité de voter. Donc vous avez la possibilité d'être... J'ai pas regardé encore, j'ai pas regardé, mais il y a des votes, et ça a l'air assez serré en fait. Ça a l'air assez serré. Parce qu'on n'est pas, dans ceux que j'ai vus, on n'est pas sur une majorité écrasante, type 10% et 90% sur une décision. On est plutôt sur du 50-50, dans ce que j'ai pu voir. Et je trouvais ça intéressant d'enfiler cette fois-ci le costume du magistrat, de la magistrate, pour pouvoir me dire, mais finalement, quelle décision rend-on, avec quand même la possibilité pour le lecteur de dire s'il est d'accord ou pas d'accord. Et d'ailleurs, vous décrivez des délibérés où les juges ne sont pas forcément d'accord entre eux. Exactement. Oui, parce qu'effectivement, parce qu'on est aussi dans une démarche pédagogique, il y a des jugements qui se rendent par un magistrat seul, un juge unique, et il y a des dossiers qui se rendent avec la collégialité, donc avec 3 juges majoritairement. Et effectivement, vous expliquez aussi toute la mécanique du délibéré avec peut-être des divergences entre les magistrats. Exactement ce que j'ai voulu faire, et vous l'avez parfaitement bien cerné, et ça me fait plaisir, parce qu'en fait, derrière un ouvrage que j'ai voulu le plus accessible possible, j'ai essayé de mettre un maximum de références sur le monde de la justice, et sur toutes ces petites mécaniques. Alors, le but, c'est de passionner les personnes qui ne sont pas des juristes, mais c'est aussi d'intégrer des clins d'œil aux professionnels, et je fais cette distinction entre les décisions qui sont rendues à juge unique, donc où il faut se mettre d'accord avec soi-même, et des décisions qui peuvent être rendues de manière collégiale avec plusieurs magistrats qui ne sont pas toujours forcément d'accord, alors qu'ils peuvent être d'accord sur un certain nombre de points et pas sur d'autres, et il faut quand même rendre une décision. Donc comment fait-on? Est-ce qu'on essaye de convaincre l'autre? Est-ce qu'on est plus retors? Quel est notre niveau d'implication aussi dans certaines décisions? Et je trouvais que c'était intéressant de rendre compte de cet aspect-là, parce que, alors moi j'y suis pas, enfin, en dehors de ce que je vous ai, voilà, en dehors de ce que je vous ai raconté pour quelques décisions en matière sportive, mais qui sont bien particulières. Mais je trouve que c'est intéressant d'ouvrir les portes des palais de justice à l'ensemble des lecteurs, des lectrices, que ce soit des néophytes ou non, pour voir un petit peu, toujours sous un angle humoristique, mais pour voir un petit peu ce qui peut s'y passer. Parce que c'est toujours drôle. Hein, ce qui se le passe but, c'est qu'on s'amuse. C'est toujours très drôle. Mais alors là, justement, comment vous avez réussi à... Quand vous êtes renseigné auprès de professionnels, de magistrats, pour justement arriver à décrire, parce que c'est aussi ce qu'on s'est vraiment dit avec Véronique, c'est que tous les moments, parce qu'à chaque fois c'est aussi des moments d'audience que vous décrivez, des moments de délibérés, et en fait ça nous parle en tant que professionnels, on se dit, mais oui, vraiment, ça arrive. Alors j'ai fait installer des caméras dans tous les tribunaux. Non, je plaisante, je ne veux pas de problème. Non, mais après, ça fait 15 ans que j'exerce. Je côtoie des confrères, des consoeurs, j'ai des amis qui sont aussi des magistrats, on échange. Alors, je ne divulguerai aucune source ce soir, mais non, on échange aussi sur beaucoup de choses.
et sur la difficulté qui est la nôtre de participer à la vie de la justice, avec des scènes qui sont parfois terribles, et notamment en tant qu'avocat, parfois on a des décisions qu'on ne comprend pas, il faut le dire aussi, hein, et avec lesquelles on est en profond désaccord. Parfois on est vraiment, je dirais quasiment en rébellion face à la justice, face au délai, face à des choses qui nous paraissent difficilement compatibles avec l'état de droit. Et parfois, on vit aussi des scènes qui sont extrêmement drôles, où il y a des moments de complicité entre l'ensemble des acteurs de la justice qui sont forts, qu'on perd peut-être un petit peu, mais qu'on retrouve. Et en fait, je trouvais que c'était bien aussi de rendre compte de cette forme d'humanité qu'on a quand on est dans les tribunaux. Alors certes, on le fait en tant que professionnel, mais il y a quand même quelque chose qui nous relie, et c'est l'humain. Et ça, c'est quelque chose qui est exclusif, qui est inédit, et chaque procès est différent, chaque interaction avec un magistrat, avec une magistrate est différente, chaque interaction avec un avocat, même quand c'est le même avocat sur un autre dossier, c'est toujours différent. Et c'est ce que je trouve aussi fantastique dans la matière qu'est la nôtre, qu'est la matière juridique, c'est qu'on vit des expériences humaines, et ça, je trouve ça extraordinaire. Peut-être, j'ai bien encore une autre question, mais peut-être qu'à ce stade, est-ce que il y a des questions, des réactions par rapport... On a déjà dit beaucoup de choses sur le livre et les questions qu'il pose. Est-ce que certains d'entre vous souhaitent réagir? Alors, je voudrais vous faire une remarque et poser une question. D'abord, je mets un point d'honneur ce soir à ce que le prince charmant reste charmant. Et rappeler que quand il embrasse la princesse, il lui sauve la vie. Il la ressuscite. Ça voudrait dire que les gens qui, pour réanimer quelqu'un, font du bouche à bouche, commettent une agression sexuelle. Donc non, le prince charmant ne commet pas d'agression sexuelle. On ne le jugerait pas parce qu'on ne le poursuivrait pas. Et donc le prince charmant reste charmant. J'y tiens. J'y tiens parce que ça va nous... Dans des temps qui sont un peu difficiles aujourd'hui, si on n'a plus nos princes charmants, qu'est-ce qui va nous rester? Ben oui, mais la princesse, elle dort. Donc s'il la réveille pas, on n'a même plus la princesse. Donc vous voyez, il faut absolument que vous conserviez le prince charmant. Ma question qui est plus sérieuse, pour enseigner maintenant Quoi Pour enseigner depuis très longtemps, je trouve que, peut-être c'est générationnel, les méthodes d'enseignement aujourd'hui, notamment en droit, c'est compliqué. On a des étudiants qui n'apprennent plus beaucoup. Je ne vais pas dire qu'ils ne travaillent plus, parce que ça va faire un peu vieux, vous m'avez compris. Et je trouve que votre approche, effectivement, ludique, de ce travail que vous faites, c'est-à-dire faire découvrir le droit de façon très ludique, je trouve que c'est une approche extrêmement intéressante. Mais est-ce que vous ne pensez pas que vous pourriez aller encore un peu plus loin dans vos ouvrages? Alors, ils sont en papier, je ne vais pas dire ici que moi j'adore le papier, donc longue vie au papier, mais est-ce que sur des formats aussi dématérialisés, vous ne pourriez pas, avec des liens hypertextes, leur faire un peu de cours de temps en temps, pour que, au-delà effectivement de l'aspect ludique, il faut préserver. On fait beaucoup de jeux maintenant, de jeux de cartes, de jeux de société autour du droit, voilà. Et je trouve donc que cette approche est extrêmement intéressante, parce que le jeu, ça permet plein de choses, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi, parce que vous ne pourriez pas, pardon, y introduire un petit peu de fond? Merci pour cette intervention en faveur du prince charmant, ce plaidoyer, si je puis dire. Alors, pour rebondir rapidement là-dessus, ce qui est intéressant avec le prince charmant, donc là je reconnais la plaidoirie de Maître Dindon Fettuccini, qui est l'avocat du prince charmant. En fait, ce qui est intéressant dans les contes, c'est que, en fait, on connaît essentiellement une version qui est la version de Disney, qui est la version qui a été popularisée par les studios Disney. Quand on creuse un petit peu dans l'histoire des contes, on se rend compte que, en fait, il n'y a pas qu'une version. Et j'en parle aussi, alors parce que dans le livre, j'ai une rubrique avant les contes qui sont le dossier de la greffière et les notes de la greffière. Et dans le dossier de la greffière, je mets tout un tas d'éléments historiques, et dans les notes de la greffière, des choses un peu plus insolites,
notamment sur ce que j'ai appelé les dark versions, Ouais. où on a des versions qui sont beaucoup plus sombres et qui n'apparaissent pas dans les contes de Disney. Donc, sur la version, par exemple, de Perrault, pour la Belle au bois dormant, elle se réveille sans que le prince l'embrasse. Donc, bon, on peut discuter des faits. On peut discuter des faits et a priori, on s'accorde pour dire que le sortilège dont elle est victime, c'est un endormissement pendant une période de 100 ans. Donc, je laisserai chacun juger avec le QR code et le vote interactif pour savoir s'il faut condamner ou non le prince charmant. Ça, c'était ma première observation. S'agissant de la deuxième observation et des méthodes d'enseignement, alors je ne l'ai pas dit, mais j'enseigne aussi, notamment le droit du sport. J'ai créé un master de droit du sport à Paris, dans une école qui s'appelle l'Institut supérieur du droit. Et j'enseigne aussi dans les écoles. Et je vous rejoins. Je pense que les méthodes d'enseignement aujourd'hui, elles sont, alors, l'ont-elles été elles ne sont pas forcément ce qu'il y a de plus affriolant pour un étudiant, disons ça comme ça. Moi, j'ai souffert en fac de droit. C'était dur, les enseignements. En plus, j'étais dans une université où il y avait vraiment une politique d'écrémage. Donc, le but, c'était de garder uniquement les plus résistants. Et les autres, on les perdait en cours. Donc, on avait des taux de déperdition sur la première année qui étaient 50%, mais je crois qu'il y a à peu près la moyenne. Enfin, j'ai pas apprécié mes études de droit, clairement. Je pense que sur les méthodes d'enseignement, il nous appartient aussi à nous de nous remettre en question. Alors c'est sûr que c'est peut-être plus facile d'arriver, de lire un cours, de lire des pages. Enfin, dans ces cas-là, il n'y a pas vraiment d'intérêt pour l'étudiant d'aller en cours, autant acheter un manuel, ce qui fera plaisir en librairie. Mais je pense que oui, il y a des choses à faire. Ça nécessite de se casser un peu la tête parce qu'on sort des chemins traditionnels et ça demande plus d'efforts. Mais oui, je pense que le jeu, je pense que des aspects ludiques, des liens. Alors moi, pour ce qui est de mon livre, je suis en train de réfléchir à faire un événement avec des étudiants sur, par exemple, des procès fictifs. Mais des procès fictifs avec des plaidoiries, donc on travaillerait plutôt l'éloquence. Alors il faut toujours qu'il y ait un fond, hein. L'éloquence c'est une forme, il faut qu'il y ait un fond, donc travailler des argumentaires, mais aussi avec des magistrats ou des personnes qui joueraient le rôle de magistrats, mais qui ne seraient pas forcément très faciles. Hein. Le but, c'est pas non plus juste d'avoir de l'éloquence, c'est d'avoir quelque chose qui leur permette d'avoir un vrai ressenti d'audience, avec des magistrats qui peuvent être présents, des procureurs qui peuvent être sympathiques, moins sympathiques, ça dépend... oui, vous verrez, il y en a qui sont plus sympathiques que d'autres, hein, après chacun ses affinités, mais de reconstituer des scènes de procès aussi avec de vraies choses qu'on peut retrouver en audience. Donc ça, je pense que ça peut être un prisme. Je pense qu'aujourd'hui, alors à mon très modeste niveau sur l'enseignement, je pense qu'aujourd'hui, moi si j'avais une piste à explorer, ça serait celle et c'est ce qu'on essaye de faire aussi avec les livres, c'est de transformer la posture. Je pense qu'on a une posture qui est très passive dans les cours. Et je pense que si on arrive à faire en sorte que les étudiants passent sur une posture active, non seulement l'enseignement sera plus facile, il sera plus passionnant et il sera plus facilement ancré dans la mémoire. Et ça, c'est difficile à faire. Mais si on arrive à trouver des moyens qui nous permettent de faire passer l'étudiant de sa posture passive, je prends des notes, j'écoute, puis de temps en temps je m'endors parce que rester, et c'est pour les magistrats, honnêtement, hein, j'ai beaucoup de respect pour vous, pour plein de choses, mais aussi pour la capacité à être concentré et écouter les plaidoiries d'avocats qui sont toujours trop longues pour les magistrats, mais à rester concentré pendant des heures durant sur une personne qui va vous dispenser tout un tas d'argumentaires plus ou moins intéressants qui peuvent ne pas vous intéresser du tout. Et je pense que dans cette posture-là, qui est celle des étudiants, où on a un objectif qui est celui d'apprentissage, si on arrive à passer ce cap-là de la posture active-passive ou à faire des allers-retours de manière à pouvoir faire diverger aussi les niveaux d'attention, je pense que ça peut être intéressant. Donc tous les moyens sont bons, ça peut être des liens, ça peut être des sessions d'animation, mais il faut en avoir le temps, en avoir les capacités et les moyens techniques aussi. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Je vous remercie. Je vois d'ailleurs, je ne voudrais pas les gêner, mais je vois qu'il y a
étudiants manifestement dans la salle. Alors je ne sais pas si vous souhaitez réagir par rapport à ça, si effectivement la manière avec laquelle, je ne sais pas si vous voulez réagir ou pas. Est-ce qu'il y a des profs dans la salle? C'est surtout ça. Est-ce que la parole sera libre? Mais il y a des très bons profs aussi. Hein. Alors, tout d'abord, j'étais plutôt d'accord avec le fait qu'on a une posture plutôt passive actuellement à la fac. Mais aussi, ce qu'on peut notifier, c'est que de plus en plus, des profs développent de nouvelles méthodes pour inciter les jeunes à participer de façon plus active. Par exemple, moi je suis à la faculté d'Amiens en licence de droit. Et en cours de droit administratif, on organise assez fréquemment des procès fictifs pour que les étudiants puissent apprendre à parler en public, ce qui est une faculté, ce qui n'est pas évident. Mais excusez-moi. Et aussi de plus en plus, c'est important que de nombreux étudiants puissent avoir accès à de nombreux stages, parce que forcément... Parce que en fait, on est énormément d'étudiants en droit. On est par exemple 300 en licence de droit à Amiens en 3e année. Et c'est vrai qu'obtenir un stage alors qu'on doit obtenir un stage en même temps, sur une semaine, il n'y a pas 300 praticiens du droit à proximité qui sont en capacité de nous accueillir. Donc forcément, ça réduit nos chances d'obtention, ça réduit nos chances de découvrir un métier, ça peut être magistrat, avocat, peu importe. Et donc forcément, ça ferme les portes à de nombreux étudiants qui n'ont pas cette capacité, qui n'ont pas ce réseau pour découvrir de nombreux métiers, pour découvrir potentiellement une vocation, parce que certains viennent en droit sans spécialement savoir ce qu'ils ont envie de faire. Et donc peut-être aussi un développement des contrats d'apprentissage ou de l'alternance, ou tout simplement des stages pour permettre aux étudiants de participer de façon plus active dans toutes les professions du droit, tout simplement. Merci. On peut évoquer... Pourquoi 7 comptes alors? Le micro, madame. Pourquoi 7 comptes? Oui, vous nous avez dit tout à l'heure, ça a l'air d'être un mystère, alors je cherche la raison. 7 personnels. Vous voulez? Le chiffre de 7, c'est un chiffre qu'on retrouve beaucoup dans les contes. Les 7 nains, voilà, déjà les 7 nains. Le chiffre de 7, c'est un chiffre que j'ai vu beaucoup passer, que ce soit dans les contes ou dans les univers littéraires. Et l'idée, c'était de faire ce petit clin d'œil-là aussi à ce chiffre qui est un chiffre un peu magique dans Harry Potter. Et je pense que vous avez, enfin, je vous avez dans votre maison d'édition, il y a un livre, je crois que c'est vous, en tout cas c'est dans la collection. Exactement. C'est Harry Potter et le droit. Le droit dans la saga. Le droit dans la saga Harry Potter, exactement. Et le chiffre 7, je pense, est aussi présent. Oui, c'est un chiffre magique, en fait. Donc, nécessairement, quand je me suis posé la question du nombre de comptes qui allaient passer au tribunal, je me suis posé la question de savoir combien est-ce qu'il en fallait. J'ai réfléchi à un certain nombre et je me suis dit, mais non, mais en fait, il ne peut y en avoir que 7. D'où le chiffre 7. Alors oui, un petit mot quand même, quelques mots sur le second ouvrage, Le droit dans les super-héros. Là aussi, vous prenez le biais des super-héros pour évoquer des points qui sont, enfin en tout cas des sujets qui sont extraordinairement actuels. Alors là aussi, moi j'ai mon petit chouchou, mais je vais vous laisser peut-être dire comment ce livre s'est créé et des sujets que vous y abordez. Je vous remercie. Ah, une question Alors, délibéré. Ah oui, ça arrive, ça, je comprends, je compatis. Alors, dans ce second ouvrage, qui est le droit dans les sagas de super-héros, l'idée, alors on a, vous l'avez dit avec Harry Potter, on a aussi dans la collection Le meilleur du droit un prisme
qui est celui de décortiquer des sagas sous l'angle du droit. Donc, on a eu le droit dans la saga Harry Potter, le droit dans la saga du Seigneur des Anneaux, et ben voilà, Père Noël, si tu nous entends. Le droit dans la saga Jurassic Park, et le petit dernier qui est le droit dans les sagas de super-héros. Donc l'idée, c'est de décortiquer une saga qu'on a aimée, qui nous a passionnés. Alors quand je dis saga, pourquoi est-ce qu'on a dit saga? Parce que l'idée, c'est d'avoir le prisme film, parfois séries dérivées, dessins animés, etc. Et aussi tout ce qui est ouvrage, parce que c'est vrai que ce qu'on connaît beaucoup, ce sont les films, mais qu'on a aussi des ouvrages qui regorgent de tout un tas de petites choses qui sont passionnantes à décortiquer sous l'angle du droit. D'où la dénomination saga. Donc le droit dans les sagas de super-héros, c'est ça. On reprend des univers qui sont les univers de comics, Marvel, DC Comics, donc Batman, Superman, Wonder Woman, Catwoman, She-Hulk. Et en fait, on va se focaliser sur une problématique qui peut être imputée à un super-héros ou à une super-héroïne. Et on la décortique. Alors c'est un ouvrage qui est un ouvrage collectif. Moi j'ai participé sous l'angle de She-Hulk, dont je vous parlais tout à l'heure. Et on a un auteur ou une autrice par contribution, par chapitre. Et donc l'idée c'est de se compléter en fonction de nos propres affinités avec les sagas de comics, et aussi en fonction de notre propre affinité avec certaines branches du droit, puisque là aussi l'idée c'est de varier, ce n'est pas d'avoir que du pénal. Et c'est vrai que le pénal, je vous dis, dès qu'on décortique une saga, très, très spontanément, on va sur du pénal. Donc on essaye de se faire violence aussi, de se dire il faut qu'on trouve d'autres petites subtilités juridiques. Et c'est vraiment cet exercice-là qu'on a mis en place avec des petits bonus comme la déclaration des droits surhumains, qu'on a écrite spécialement pour le droit dans les sagas de super-héros. Et voilà, des citations, des choses insolites sur notamment l'origine du bracelet électronique. Voilà. Je vous laisserai en dire quelques mots là-dessus, mais qui est lié aussi aux comics. Et puis tout ce qui est détecteur de mensonges avec Wonder Woman. Donc je ne veux pas spoiler quoi que ce soit. Je vous laisse intervenir, mais voilà, l'idée c'était de vous faire une petite présentation globale du livre. Et je laisse la parole. Non, moi je vais pas être très longue en réalité. Ce qui m'a plu, c'est pas ça. Ah, c'est pas ça. Ce qui m'a plu, si. Alors dans Wonder Woman, effectivement, alors juste pour la petite histoire, hein, c'est Wonder Woman, elle a son lasso magique et dès qu'elle l'enserre, eh bien, elle peut exiger de celui qui est prisonnier la vérité. Et j'y vois quand même beaucoup. J'y vois quand même. Non. J'y vois quand même. Dans mon bureau, hilar. J'ai enfin réussi à trouver la solution pour supprimer le juge d'instruction. C'était le meilleur jour de On n'a plus besoin de juge d'instruction, puisqu'effectivement, l'enquête, finalement, et ça pose des questions intéressantes, parce que ça pose effectivement la loyauté dans la recherche de la vérité, tant pour le juge d'instruction que pour le parquet. Donc la quête, la loyauté, la recherche de la vérité, l'aveu. Et donc ça pose effectivement toutes ces questions, et effectivement je trouvais que c'était intéressant de me dire, c'est bien sûr, nous n'aurions plus besoin du juge d'instruction, donc ça aurait au moins ça comme intérêt. Non mais ça, plus sérieusement, effectivement, c'est ce qui est très agréable à lire dans ces ouvrages, c'est que sur au départ quelque chose de plutôt effectivement ludique, amusant, et qui nous rappelle nos lectures quand on était un tout petit peu plus jeune, et qui en même temps pose des questions très très actuelles et de manière extrêmement sérieuse. Un mot sur le bracelet, juste. Et puis après, peut-être vous pouvez juste nous parler de She-Hulk, du coup. Oui, avec plaisir, allez-y. Alors moi j'ai appris que le bracelet électronique, l'idée du bracelet électronique a donc germé dans un comics et date de 1977. Oui, je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Incroyable. Et oui. Comme quoi, entre la fiction et la réalité, il n'y a qu'un pas ou qu'une cape, celle d'un super-héros et d'une super-héroïne. Mais oui, en fait, c'est vrai que même en droit,
on a des enseignements qui sont très séparés, droit privé, droit public, enfin, alors qu'en réalité, moi j'ai ce sentiment, c'est qu'en fait, rien n'est hermétique. Tout se contamine. Et on le voit avec les sagas de super-héros, c'est que le bracelet électronique, ou on en reparlera pour Wonder Woman, qui a été inventé par la personne qui avait inventé les détecteurs de mensonges. Bon, il y a quand même des liens qui sont assez dingues. Et l'idée, c'est aussi de refaire du lien, tout est circulaire finalement, tout se connecte, il n'y a pas de hasard. Donc oui, c'était aussi intéressant, et c'est ça qu'on découvre aussi. Et moi, je trouve ça passionnant en tant qu'avocate, en tant que juriste, c'est que quand on va dans un univers et qu'on commence à creuser, on s'aperçoit en fait qu'il y a tout un tas de ramifications qui sont liées au droit qu'on n'avait pas perçues et qu'on n'aurait même pas imaginé. C'est-à-dire que même si on avait voulu écrire une fiction là-dessus, on n'aurait jamais pensé à ça tant ça paraissait surréel. Et en fait, on se rend compte que non, il y a des choses qui sont de l'ordre de l'irréel qui existent. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant pour nous. Et c'est hyper intéressant aussi, j'espère en tout cas, pour les personnes qui ont vocation à lire et à rendre les contenus beaucoup plus interactifs et peut-être moins rébarbatifs que l'image qu'on peut se faire du droit. Et vraiment, on se rend vraiment compte que c'est très poreux, en fait, que le droit et l'imaginaire, ça a aussi vraiment à voir dans toutes les situations qu'on projette, qu'on cherche aussi à solutionner par avance. Et ça, c'est remarquable, et c'est vrai que dans cet ouvrage particulièrement. Juste parce que je pense qu'on va bientôt arriver au terme de notre intervention, on avait projeté de vous poser une question, mais peut-être peut-elle être posée à cette assistance. C'était finalement, selon vous, mais du coup je vous la pose aussi, pourquoi pas à vous, parce que ça peut être intéressant, quelles sont les qualités ou la qualité d'un avocat, qu'un avocat doit avoir ou qu'un magistrat doit avoir? Je dirais pour l'avocat, c'est de se faire entendre par les juges. et pour les juges, c'est d'entendre les avocats, peut-être. Non, plus une qualité, mais j'ai le sentiment que c'est une qualité qu'on peut partager, c'est l'humanité. Ça paraît peut-être un peu bateau de dire ça, mais on peut très facilement se retrouver embourbé dans des considérations très pragmatiques, que ce soit au niveau du traitement de la justice, des statistiques, des dossiers à rendre, une charge qui est mécanique finalement, mais qui est mécanique au point, et on peut avoir la même chose en cabinet d'avocat où il y a des objectifs de rentabilité. On peut très vite basculer en fait dans une mécanique qui peut être décorrélée de l'humain. Et ça me paraît d'autant plus important que quand on parle aujourd'hui d'intelligence artificielle, de jugements qui seraient rendus de manière automatique, peut-être de dossiers qui seraient traités de manière automatique. Alors je ne veux pas faire un plaidoyer contre tout ce qui est intelligence artificielle, parce que je pense qu'on a aussi des outils dont il faudra qu'on apprenne à se saisir, parce que ça pourra nous simplifier le travail et le temps de travail. Mais je pense que ce qui est important, c'est aussi d'avoir un équilibre entre l'efficacité, au sens purement matériel du terme, et la faculté à participer à une œuvre fondamentale qui est l'œuvre de rendre la justice. Et moi, pour vous partager une petite expérience personnelle, alors on a pu se le permettre parce qu'on était dans des commissions disciplinaires. Moi, quand je suis arrivée en commission disciplinaire dans une fédération sportive, puisque les fédérations sportives ont l'obligation d'avoir des commissions de discipline, c'était une formation collégiale, on était une petite dizaine, ce qui est pas mal, et on avait un président qui prenait beaucoup de temps à expliquer la règle. Alors on pouvait se le permettre, ça se fait à titre bénévole, mais il prenait beaucoup de temps à expliquer pourquoi la personne qui se retrouvait convoquée pour des faits disciplinaires, ça pouvait être des faits de violence, ça pouvait être des insultes, ça pouvait être un non-respect des règles sportives, pourquoi est-ce qu'elle était là? Et ça me paraissait extrêmement long. Au début, je me suis dit, mais on va y passer des heures. Et c'était presque comme un cours qui était dispensé. Et à la fin, moi, ce qui m'avait surpris lors d'un des premiers dossiers qu'on avait eu, c'est que la personne, elle avait clairement commis une violation des règles disciplinaires. Donc elle allait être sanctionnée. Mais à la fin, la personne lui a dit, ah ben j'ai compris. Effectivement, maintenant que vous me le dites, j'aurais pas dû faire ça.
Et là, pour le coup, on est dans le thème de la magie. J'ai trouvé ça magique parce que on a une personne. Alors, on a pris du temps. On a passé du temps. Hein, ça nous a coûté parce que c'était des commissions qui commençaient à 18h, qui finissaient à 22, 23h. Mais on a des personnes qui ont fini par comprendre, qui ont été sanctionnées. Alors moi, j'ai rarement vu ça, des personnes qui sont sanctionnées et qui vous disent merci. Merci parce que j'ai compris. J'ai compris, j'avais pas le droit de le faire et maintenant je comprends pourquoi la règle est là et je ne le referai plus. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je trouve que dans le métier qu'est le nôtre, toujours conserver cette... Alors, on a des contraintes de temps, des contraintes matérielles qui nous réduisent à ce qu'on peut faire, à notre marge de manœuvre. Mais si on arrive à garder cet aspect-là, notre travail aura d'autant plus de sens et je pense qu'on pourra nous-mêmes y trouver d'autant plus de sens. Donc ça, je dirais, la qualité, pour moi, c'est la même pour un magistrat, peut-être un peu plus à l'écoute et peut-être à l'avocat d'être plus court, vous me direz, dans ses plaidoiries. Mais je pense qu'on peut trouver des équilibres. Mais je pense que la qualité qui nous relie, de mon point de vue, ça doit être celle de l'humanité. Et vous? Mais je sais pas. Et vous? Parce que moi, je vous donne ma position d'avocate, mais... Bien que pour cette conclusion, nous avons eu raison de vous inviter et je la partage complètement. Une dernière... Alors, moi, je pense le doute. En tout cas, pour les magistrats, le doute doit perpétuellement nous habiter. Je pense que le jour où on ne doutera plus, il faudra qu'on se pose vraiment des questions. Ça, c'est mon point de vue. Vous souhaitez, avant qu'on se quitte, des observations, questions, félicitations, Applaudissements. Il y aura encore eu beaucoup. Et merci à tous d'avoir été présents et merci à vous aussi qui avez été pour cette première, mais on dirait que vous avez fait ça toute votre vie. On va y penser. Donc attention, on va perdre des magistrats. Hein. La magistrature recrute, mais là, faites attention parce que peut-être que vous... ça va susciter des vocations. Conférencière, peut-être qu'il y a un poste à décrocher. On vous les pique de temps en temps. Merci beaucoup à toutes les trois pour la qualité de cet échange, c'était vraiment très très intéressant. On va passer à la séance de signature, si vous le souhaitez, les ouvrages sont en caisse directement derrière vous. Merci beaucoup, excellente soirée.